tout le monde va te parler de sa performance qu'il a réussi à avoir, mais personne ne va jamais te parler du risque qu'il a pris pour obtenir cette performance. Et donc là, on a le titre devant nous, le risque, c'est le grand absent des réseaux sociaux. Donc tu peux entendre des gens sur les réseaux effectivement qui peuvent battre le marché, en tout cas à court terme ils y arrivent, mais ils ne vont jamais te parler du risque embarqué qu'ils ont pris pour pouvoir réussir à battre le marché en fait. Et donc en fait, il faut bien comprendre qu'une performance, elle est toujours relative, elle n'est jamais absolue. Donc si par exemple, je te dis que je fais du running le dimanche et que j'ai fait un tour de stade en 3 minutes, tu peux te dire que c'est bien ou c'est pas bien, mais en fait, c'est pas vraiment le sujet, c'est vachement relatif à la taille du stade en fait. C'est-à-dire que si le stade fait 1 km, et ben, j'ai fait 1 km en 3 minutes, donc c'est très très bien. Par contre, si le stade fait 400 mètres et que je l'ai fait en 3 minutes, et ben, en fait c'est relativement médiocre, tu vois ce que je veux dire. Donc avant de rentrer dans les détails, je vais me présenter rapidement. Donc j'ai un Master 2 en ingénierie patrimoniale, j'ai ensuite été gestionnaire de patrimoine en gestion privée, ingénieur en gestion de patrimoine en gestion privée, j'ai aussi été entrepreneur et actuellement je suis gestionnaire budgétaire et financier pour une collectivité et je gère la dette pour cette collectivité, donc il y a 600 millions d'euros d'encours en fait. Donc on revient à notre sujet. Donc le risque, il y a plusieurs manières de pouvoir le définir. On va d'abord parler d'un risque que tu connais forcément, puisque c'est le max drawdown. Si je te dis 2008 et tu me dis moins 50, bah, concrètement, tu as eu un max drawdown de 50%. Et donc, on se fait rapidement la définition. Le perte maximale, max drawdown, représente la plus forte baisse enregistrée entre le sommet et le point bas, très concrètement. Donc si on prend notre petite équation là que l'on voit, on a un actif, un cours qui valait 100. La valeur la plus basse, il est tombé à 50. Donc à la base, il était à 100, moins 100. Et ben, ça fait 50% de drawdown. Donc, on en parlait tout à l'heure. C'est ce qu'on a pu avoir en 2008 ou encore dans les années 2000. C'est des crashs extrêmement importants qui sont relativement rares, mais qu'il faut pouvoir subir, puisque dans une vie d'investisseur, il y a une très grande probabilité pour qu'on puisse en subir 1, 2, voire 3, voire 4, voire 5. Tout est possible. Donc, si jamais on illustre ça, en fait, très concrètement, ici on a le cours, ici on a le temps. Et donc on va avoir un cours de bourse de l'actif, et puis d'un seul coup, hop, ensuite il se reprend. Et en fait, de là à de là, c'est le max drawdown, tout simplement, qui va donc mesurer la différence entre le point haut et le point bas. Et en fait, ça paraît rien comme ça, mais il faut pouvoir avoir la capacité de le vivre, ce max drawdown, et pouvoir surtout y survivre. C'est pourquoi je vais te donner un exemple. Admettons, on va à la fête foraine ensemble et on fait un grand 8, tu vois. Et en fait, tu as deux possibilités. Soit tu as le grand 8 de la mort, le grand 8 Ferrari, tu vois, qui va monter très très haut, et puis boum, une grande descente absolument énorme, ou tu as la chenille qui va effectivement monter, mais qui va ensuite faire sa petite descente tranquillou. Et ben, la probabilité que tu sois totalement serein ici, en fait, elle est très faible. Par contre, la probabilité que tu sois extrêmement serein ici, bah, elle est quand même relativement plus élevée. En tout cas, bien plus élevée que dans ce cas-là. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il faut réussir à amoindrir ces max drawdown pour pouvoir ne pas paniquer dans les moments où il est interdit de paniquer, justement.
Et tout le monde pense qu'il a la capacité comme ça de pouvoir tenir ces moments. Et moi, je l'ai bien vu avec mes clients à l'époque. Très peu de gens sont capables en fait de tenir en fait ces mouvements de marché. Alors, il est clair que quand tu as 1000, 2000, 3000, 10 000, 20 000 euros, tu peux les tenir honnêtement parce que l'épargne que tu mets chaque année en fait peut largement combler ce drawdown et tu es presque finalement heureux si ça t'arrive parce que si tu mets 500 balles de côté tous les mois, et là tu investiras au plus bas. Donc c'est presque une bonne nouvelle. Mais je ne te parle pas de ça, moi je te parle d'une personne qui a 100, 200, 300, 400, 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros en actifs financiers. Et ben en fait, si elle subit un max drawdown de 40% et qu'elle perd, je sais pas moi, 80 000 euros, 120 000 euros, 300 000 euros, il faut avoir la capacité de pouvoir perdre 10 années de salaire, 15 années de salaire, 20 années de salaire parfois, notamment pour les héritiers. Et ça, très peu de gens sont capables de le vivre sans vendre dans la panique et donc évidemment au pire moment, ce qui est le drame de la situation. Et donc on a une autre manière d'apprécier le risque qui est la volatilité. Alors tu as la définition ici, mais on va pas se la faire. Je vais t'expliquer simplement. En fait, ici on a une moyenne et en fait c'est l'ampleur à la moyenne. Plus tu vas avoir un écart important par rapport à cette moyenne, plus ta volatilité sera élevée. Et moins tu as d'écart par rapport à la moyenne, moins ta volatilité est élevée, tout simplement. Donc si jamais je schématise ça sur un cours de bourse, à nouveau, on reprend un exemple un peu comme tout à l'heure, et ben tu as en 1 une vol forte, donc ça pourrait être ça, tac, ici, hop, le temps, on a ici notre cours, et là, hop, ça fait comme ça, et en fait, tu as ton gain moyen qui est représenté ici par ce trait-là, et puis ta vol est forte parce que l'écart par rapport à la moyenne, en fait, est très, très important. Ici, tu pourras avoir une vol moyenne. Donc, ça serait un peu le même principe, on partirait du même point, mais on aurait une ampleur plus faible, mais on aurait la même moyenne de gain, en fait, la même espérance. Et puis, tu aurais une autre possibilité, ça serait d'avoir une vol faible, donc on part toujours du même point, et en fait, on est comme ça, et en fait, on est tout à fait proche de la moyenne. Alors, c'est très schématique, hein. Ça, c'est quasiment impossible à réaliser. Par contre, ça, c'est extrêmement fréquent pour le coup. Donc, normalement, si tu es câblé normalement, tu préfères que ton patrimoine grossisse à la manière du 3 qu'à la manière du 1. Parce que les moments où tu vas perdre vont être rares. Et quand tu vas perdre, tu ne vas pas perdre beaucoup. Et si tu ne perds pas beaucoup dans les moments de perte, eh ben, il y a une forte probabilité pour que tu puisses tenir sur le long terme. Et le plus important, c'est de tenir. Parce que les intérêts composés, le plus important, ce qui est élevé à la puissance, c'est le temps. Donc il faut tenir. Il ne faut pas vendre dans les moments de panique. C'est extrêmement important. Et donc, on va essayer de tirer un peu des enseignements de cette volatilité et de cette appréciation, tu vois. C'est que tu peux avoir, du coup, tu vois, ici, on peut avoir le temps, on va dire 1 an, et ici, on va dire la performance 10%, tu vois. Donc, si je schématise à nouveau le marché des actions qui rapporte beaucoup, mais qui est très volatile, eh bien, tu vas avoir tes 10% ici. Si je prends un marché moins volatile, mais moins performant, eh bien, tu auras peut-être un peu moins de performance, mais tu seras peut-être moins volatile. Donc ici, tu as eu tes 8 en fait. Hop.
Enfin, pardon, on va dire ici. Et puis, admettons, tu as encore un autre actif qui, lui, grimpe, on va dire, au hasard, on va dire 6%, mais qui évolue à l'opposé de ton actif numéro 1. C'est-à-dire que lorsque le marché baisse pour l'actif le plus volatile qui rapporte beaucoup, admettons la bourse, eh bien lui va monter. Donc il pourra avoir un peu ce type de comportement-là, tu vois. Hop, 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 tu vois. Et donc lui, il va rapporter 6. Et donc, effectivement, tu ne feras pas ce que la bourse fait, c'est-à-dire les 10%, tu feras moins. Mais par contre, le comportement général de ton portefeuille, lui, n'aura rien à voir avec celui des marchés. Donc, si on reprend ici notre courbe et qu'on agrège en fait tous ces actifs ensemble, et ben, ton portefeuille il va grimper comme ça en fait. Hop, il va grimper, hop. Et en fait, ici, au bout d'un an, tu feras peut-être, on va dire, aux alentours des 7,5, voilà. Peut-être 8%. Tu vois, mais tu auras très peu souffert pour les faire. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui te fera durer dans le temps. Donc, si on peut aller un petit peu plus loin, tu vois, je vais essayer de te montrer. Donc, admettons, tu fais 10% par an. Et tu as 20% de risque, donc de volatilité. Ça va te faire 0,5. Et en fait, si tu veux, 1 divisé par 0,5 est égal à 2. Ça veut donc dire que pour couvrir ton risque, il va te falloir 2 années de performance juste pour revenir à 0. Donc, si je te schématise ça, ici, tu as l'argent, tu as le temps. Ici, on va dire année 1, année 2, année 3. On démarre en année 1. Tu vas te prendre une baisse. Pardon, tu es en année 0. Tu te prends ta baisse en année 1. Et pour pouvoir combler ta baisse, il va te falloir 2 ans pour revenir juste au niveau d'équilibre. Et donc, au final, pendant 3 ans, tu n'as rien gagné, tu vois. Et donc, ça, c'est un peu ce que le marché du S&P 500 nous propose. Encore que c'est entre 20 et plutôt 25% le risque embarqué sur le S&P 500. Mais ça reste tout à fait correct. Hein. C'est-à-dire que c'est un ratio qui est tout à fait acceptable. Mais un bon gestionnaire de portefeuille, en fait, il va préférer gagner un petit peu moins. Donc, au lieu de faire 10%, il va faire peut-être 8%. Mais par contre, il va avoir 13% de volatilité. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est totalement réaliste, en fait. Donc, si je calcule ça fait 8 divisé par 13. Ça fait 0,61. Et donc, 1, ça fait 1,63. Et donc, en fait, pour couvrir ton risque, il te faudra 1,5 ans. Et donc, en fait, ici, tu réduis le temps pour couvrir ton risque. Et tu peux encore améliorer ça, en fait. Tu peux te dire, bah, moi, je suis prêt à avoir 7,5 de perf, mais par contre, j'ai 10 de volatilité. Et donc là, on a 7,5 divisé par 10, égale à 0,75. Et donc 1 divisé par 0,75, ça fait 1,33. Et donc là, tu as encore réduit la durée pour couvrir un de risque si le risque se réalise en fait. Donc ton risque va te faire perdre X et il va te falloir 1,33 années pour retomber à 0, tout simplement. Et ça, ça te permet de pouvoir avoir l'esprit clair en fait dans tes investissements.
et de pouvoir durer, contrairement à quelqu'un qui aurait cette grande volatilité et qui pourrait en souffrir et à un moment sortir, bien sûr, dans le pire moment, comme 80% des personnes en crise, dans les crises en fait, qui vont sortir au pire moment. Et ça, en fait, ça a été théorisé. Ça s'appelle le Sharpe ratio. Et donc, ce Sharpe ratio, ça va être le rendement du portefeuille moins le taux sans risque, parce qu'on parle toujours en excess return, c'est-à-dire qu'on va considérer que le taux sans risque, en fait, il peut être acquis et que, comme son nom l'indique, il n'a pas de risque. Et donc, si je fais une performance, je dois déduire le taux sans risque de cette performance parce que je pourrais placer mon argent sur le taux sans risque. Mais je ne le fais pas, je vais placer cet argent sur l'allocation que j'aurais créée. Et donc ici, on va diviser ça par la volatilité du portefeuille. Et donc ça, c'est une notion qui est extrêmement importante, extrêmement compliquée. Et les meilleurs mathématiciens, gestionnaires d'actifs, en fait, se prennent la tête pour pouvoir optimiser ce ratio, pour pouvoir obtenir la meilleure performance par rapport au risque que j'ai pris, le risque embarqué, et de pouvoir les tenir sur la durée. Donc voilà, j'espère que tu auras appris des choses. Donc on va juste faire un petit point sur mon épargne, comme je le fais d'habitude en fin de vidéo. Ici, donc on est sur Finari. Donc ça s'actualise. Donc en année en cours, ici on a 118 000 euros, 118 549 euros. Donc on est bien sur depuis le 1er janvier. Et voilà, je te ferai un petit suivi à chaque fin de vidéo pour que tu puisses voir un petit peu ce que ça donne mes investissements et que ça puisse potentiellement t'inspirer pour les tiens. Donc voilà, je te souhaite une bonne soirée et puis merci d'avoir regardé.